Il y a des silences qui pèsent plus lourd que toutes les paroles du monde. Des secrets enfouis si profondément dans le cœur d'une personne qu'ils finissent par modeler son âme. Comme le courant d'une rivière souterraine sculpte la roche dans l'obscurité. L'histoire que je m'apprête à vous raconter est celle d'un de ces silences, un silence qui a duré plus de 50 ans. C'est l'histoire d'Anne, une femme dont la vie est un témoignage bouleversant de la capacité humaine à transformer la plus sombre des tragédies en une source de lumière incandescente. Ce n'est pas un conte de fées, c'est un récit brutal, vrai, et au final, incroyablement inspirant. Pour comprendre la femme qu'elle est devenue, il faut revenir en arrière, très en arrière, dans le Lyon industriel des années 70. Imaginez une ville encore marquée par les 30 glorieuses finissantes, une ville de labeur, où la fumée des usines se mêlait à la brume matinale sur la Saône. C'est dans ce décor, en 1971, que le destin d'Anne, alors une jeune fille de 18 ans à peine sortie de l'adolescence, a basculé. La vie, jusque-là simple et modeste, avait été brisée 1 an plus tôt par la mort de son père, un ouvrier du bâtiment tombé d'un échafaudage. Il avait laissé derrière lui une veuve et 4 enfants, dont Anne était l'aînée. La maigre pension de veuve suffisait à peine à payer le loyer de leur petit appartement dans le quartier populaire de la Croix-Rousse. Le poids du monde s'est alors abattu sur les jeunes épaules d'Anne. Sa mère, le visage rongé par le chagrin et l'inquiétude, lui disait souvent, les larmes aux yeux, « Tu es l'aînée, ma fille, tu dois m'aider, je ne sais pas comment nous allons nous en sortir. » À 18 ans, Anne a donc mis ses rêves de côté. Elle n'avait pas le luxe d'imaginer un avenir. Elle devait assurer le présent. Elle a commencé à chercher du travail, n'importe quoi. Elle a frappé à la porte des commerçants du quartier, des petits ateliers. Mais la réponse était toujours la même. Vous n'avez pas d'expérience. Nous cherchons quelqu'un de plus âgé. Le découragement commençait à la gagner. Quand une voisine lui a parlé des Tissages Bernard, une grande usine textile située sur les quais, un bâtiment massif en briques rouges qui semblait avaler des centaines d'ouvrières chaque matin. « Ils embauchent des jeunes filles, là-bas, » lui avait dit la voisine. « Le travail est dur, mais la paye est régulière. Sans autre espoir, Anne s'y est présentée. Elle se souvient encore de l'odeur âcre de la teinture et de l'huile des machines, une odeur qui s'imprégnait dans les cheveux et les vêtements. Après une longue attente, elle fut reçue par le directeur en personne. Monsieur Bernard. C'était un homme d'une 40aine d'années, grand, élégant, avec des cheveux poivre et sel et un sourire qui semblait chaleureux. Il la regardait avec une sorte de bienveillance paternelle. « Alors, jeune fille, vous voulez travailler dur ?» lui a-t-il demandé. « Oui, monsieur, j'en ai vraiment besoin. » Il a examiné ses mains. « Pas d'expérience, je vois. Des mains douces. Mais vous semblez volontaire. Je vais vous donner votre chance. Vous commencerez à l'empaquetage. Le salaire est modeste. Mais si vous faites vos preuves... » Anne a senti une immense vague de soulagement la submerger. Elle avait un travail. Elle allait pouvoir aider sa famille. Monsieur Bernard lui semblait être un homme bon, un sauveur. Elle ne pouvait pas savoir, à cet instant précis, qu'elle ne venait pas de trouver un emploi, mais de pénétrer dans l'antichambre de l'enfer. Elle venait de rencontrer l'homme qui allait briser sa vie, avant de lui donner, sans le vouloir, la force de la reconstruire de manière extraordinaire. Cette histoire, c'est la sienne. Un récit de courage et de transformation que je vous invite à découvrir avec moi. Si vous souhaitez suivre le parcours incroyable d'Anne, comprendre les épreuves qu'elle a traversées et la manière dont elle a puisé en elle une force insoupçonnée. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucun des prochains chapitres. Votre soutien est essentiel pour nous permettre de continuer à partager ces récits qui, nous l'espérons, vous toucheront et vous inspireront. Les premières semaines d'Anne au Tissage Bernard ressemblaient à un rêve devenu réalité, surtout après des mois d'incertitude et de désespoir.
Le travail était certes répétitif et épuisant. Debout pendant 10 heures par jour, dans le bruit assourdissant des métiers à tisser. Elle pliait et emballait des mètres et des mètres de tissu. Ses muscles endoloris à la fin de chaque journée. Mais elle était heureuse, chaque soir, lorsqu'elle remettait son salaire, si modeste soit-il, à sa mère. Elle voyait une lueur de soulagement dans ses yeux, et cela suffisait à effacer toute sa fatigue. Elle s'était rapidement liée d'amitié avec une autre ouvrière, Chantal, une jeune femme un peu plus âgée, au franc-parler et au cœur sur la main. C'est Chantal qui lui a montré les ficelles du métier, qui lui a appris à tenir le rythme effréné de la chaîne. Monsieur Bernard, durant cette période initiale, se montrait sous son meilleur jour. Il passait parfois dans l'atelier, adressant un mot aimable à l'une, un sourire encourageant à l'autre. Il semblait être le patron idéal, celui qui connaît ses employés par leur nom et qui se soucie de leur bien-être. Il s'arrêtait souvent près du poste de travail d'Anne. « Alors, Anne, vous vous adaptez bien, disait-il avec sa voix paternelle. Je suis content de vous. Vous êtes une jeune fille sérieuse. » Ses petites attentions la remplissaient de fierté. Elle se sentait reconnue, validée. Elle redoublait d'efforts, voulant lui prouver qu'il avait eu raison de lui faire confiance. Mais c'est précisément là que l'engrenage a commencé à tourner, de manière si subtile qu'elle n'a rien vu venir. L'intérêt de M. Bernard a commencé à changer de nature. Ses visites se firent plus fréquentes, plus longues. Il ne s'adressait plus seulement à elle en tant qu'employée. Les compliments sur son travail se sont teintés de remarques plus personnelles. « Vous avez un joli sourire, vous savez », lui a-t-il glissé un jour, alors qu'elle rougissait de confusion. Puis, ses gestes ont changé. Une main qui, en apparence, se posait amicalement sur son épaule, mais qui s'attardait une seconde de trop. Un frôlement de bras dans le couloir, qui semblait tout sauf accidentel. Anne sentait un malaise grandissant, une petite alarme qui sonnait dans sa tête, mais elle la faisait taire. Elle se disait qu'elle interprétait mal, qu'elle était trop méfiante. Cet homme lui avait donné sa chance. Il était respecté. C'était un notable. Elle n'était qu'une jeune ouvrière. Elle devait certainement se faire des idées. C'est Chantal qui, la première, a mis des mots sur ce malaise. « Fais attention à toi avec le patron », lui a-t-elle murmuré un midi à la cantine. En jetant des regards inquiets autour d'elle. « Comment ça ?» a demandé Anne, feignant l'incompréhension. « Tu sais très bien comment » a rétorqué Chantal. « Ces petites visites, ces mains baladeuses. Je connais la chanson. Il fait ça avec toutes les nouvelles qui sont un peu jolies, surtout les jeunes, celles qui ont l'air naïves et qui ont besoin du boulot. » Cette conversation a glacé le sang d'Anne. Ce n'était donc pas son imagination, mais que pouvait-elle faire si elle se plaignait? Qui la croirait? On la renverrait sur le champ, et elle serait la seule perdante. Sa famille dépendait de ce salaire. Le silence et la soumission semblaient être la seule option viable. Elle a donc commencé à l'éviter, à baisser les yeux quand il passait, à s'arranger pour ne jamais être seule dans une pièce avec lui. Mais cette stratégie d'évitement n'a fait qu'attiser l'intérêt de Bernard. Son attitude de prédateur s'est affirmée. Il ne se contentait plus de suggestions. Il a commencé à donner des ordres. Un soir, alors que l'atelier se vidait, il l'a interpellée. « Anne, j'aimerais vous parler de votre avenir dans l'entreprise. Passez à mon bureau avant de partir. » Le cœur d'Anne s'est emballé. Son bureau était à l'étage, isolé du reste de l'usine. C'était exactement le scénario que Chantal lui avait dit de redouter. « Je suis pressée, Monsieur Bernard. »« Ma mère m'attend. » A-t-elle bafouillé? Son visage s'est durci. Le masque de la bienveillance est tombé, révélant une froide autorité. « C'est important. Il s'agit d'une possible augmentation. Je pensais que cela vous intéresserait. » L'augmentation. Le mot magique. Il savait exactement où frapper. Une augmentation. Cela signifiait un peu moins de soucis pour sa mère. Peut-être des chaussures neuves pour ses petits frères. C'était un chantage abominable, déguisé en opportunité.
Tiraillée entre la peur et le devoir, elle a senti le piège se refermer sur elle. Elle était convaincue qu'en montant cet escalier, elle laissait derrière elle le peu d'innocence qui lui restait. C'était le début de la descente aux enfers, une descente qu'elle allait faire en silence, persuadée d'être complètement seule. La montée de cet escalier, vers le bureau de M. Bernard, fut l'un des moments les plus longs et les plus angoissants de la jeune vie d'Anne. Chaque marche semblait la mener plus profondément dans un territoire inconnu et menaçant. Le bureau lui-même était luxueux, en contraste total avec le bruit et la saleté de l'atelier. Des meubles en bois sombre, une moquette épaisse et une grande baie vitrée qui donnait sur les toits de la ville. C'était un sanctuaire de pouvoir, à des lieues du monde des ouvriers. Bernard l'a fait asseoir sur un fauteuil en cuir et est resté debout, arpentant la pièce, créant une dynamique de domination immédiate. Il n'a pas parlé d'augmentation tout de suite. Il a parlé de loyauté, de dévouement, de la reconnaissance que les employées intelligentes devaient avoir envers un patron généreux. Ses paroles étaient vagues, pleines de sous-entendus, mais le message était d'une clarté terrifiante. Anne sentait la nausée monter. Elle voulait fuir, mais ses jambes semblaient être paralysées. C'est là, dans le silence feutré de ce bureau, que le premier abus a eu lieu. Il l'a humiliée, l'a traitée non pas comme une employée, mais comme un objet à sa disposition, affirmant son pouvoir sur elle de la manière la plus dégradante qui soit. Quand tout fut terminé, il rajusta sa cravate. Son visage de nouveau impassible, presque affairiste. « Si tu parles à qui que ce soit, dit-il d'une voix glaciale, tu es renvoyé sur le champ. Et je ferai en sorte que personne dans cette ville ne t'embauche plus jamais. Je dirai à tout le monde quel genre de fille tu es. Personne ne te croira. Compris, Anne, anéantie, a hoché la tête, incapable de produire un son. Elle est sortie de ce bureau comme une somnambule. Elle a traversé l'usine vide, a marché dans les rues sans les voir. Elle a vomi dans une ruelle. Une fois rentrée chez elle, elle s'est enfermée dans la salle de bain et a pris une douche brûlante, frottant sa peau jusqu'à ce qu'elle soit rouge, essayant en vain de laver la souillure. Au dîner, sa mère a demandé « Tu es bien pâle, ma chérie, tout va bien au travail ?»« Oui, maman. Juste un peu fatiguée. » A-t-elle menti. La gorge nouée. Comment aurait-elle pu lui dire? Comment aurait-elle pu avouer que le travail qui nourrissait sa famille venait avec un prix si terrible? Comment imposer ce fardeau supplémentaire à sa mère déjà accablée? Le silence devint son refuge et sa prison. Le lendemain, retourner à l'usine fut une épreuve surhumaine. Chaque pas était une torture. Elle s'attendait d'avoir de la culpabilité ou de la gêne dans le regard de Bernard. Mais non, il la salua normalement devant les autres, comme si de rien n'était. Mais dans ses yeux, elle vit quelque chose de nouveau, une lueur de triomphe, la satisfaction du prédateur qui a soumis sa proie. Il savait qu'il la tenait. Chantal a immédiatement vu que quelque chose avait changé. « Il t'a fait monter à son bureau, n'est-ce pas ?» lui a-t-elle demandé à voix basse. « Qu'est-ce qu'il t'a fait ?»« Rien, » a menti Anne. « On a juste parlé de travail. » Chantal lui a pris la main. « Anne, je sais reconnaître ce regard. Je l'ai déjà vu sur d'autres filles avant toi. C'est là. » Au milieu du vacarme de l'atelier, qu'Anne s'est effondrée. Elle a tout raconté à Chantal dans un murmure brisé, les larmes coulant sans fin sur son visage. Il a dit que si je parlais, il me renverrait. Sanglota-t-elle. Je ne peux pas perdre ce travail. Chantal, ma famille a besoin de cet argent. Le visage de Chantal s'est durci de colère et d'impuissance. C'est comme ça qu'il les tient toutes, soupira-t-elle. Il choisit les plus vulnérables, celles qui n'ont pas le choix. Certaines craquent et montent et partent au bout de quelques semaines. D'autres, comme toi, comme moi, on serre les dents et on endure. Parce qu'on a des bouches à nourrir à la maison. Cette conversation a ouvert les yeux d'Anne sur une réalité encore plus horrible. Elle n'était pas un cas isolé. C'était un système, une routine bien huilée. Monsieur Bernard, le notable respecté,
utilisait la misère des jeunes femmes de sa ville pour assouvir ses pulsions. Elle n'était qu'une de plus sur une longue liste. Les semaines qui suivirent furent un cauchemar éveillé. L'abus est devenu régulier. Tous les 2 ou 3 jours, il la convoquait dans son bureau en fin de journée. Sous un prétexte professionnel quelconque, « Anne, nous devons discuter de votre productivité. » La productivité. Le mot sonnait comme une insulte. Elle tentait de trouver des excuses, de dire qu'elle était malade, mais il avait toujours le dernier mot. « Tu veux garder ta place. » N'est-ce pas? C'était tout ce qu'il avait besoin de dire. Sa vie est devenue un enfer silencieux. Le jour, elle essayait de se concentrer sur son travail, de rire aux blagues de Chantal, de faire semblant que tout était normal. Mais à l'intérieur, elle mourait un peu plus chaque jour. Le soir, elle rentrait chez elle, le corps et l'âme meurtris, et devait jouer la comédie de la fille dévouée et travailleuse devant sa famille. Le mensonge la rongeait. Elle était prise dans un étau implacable, écrasée entre le devoir familial et l'horreur de sa condition. Le cycle infernal instauré par M. Bernard a lentement, mais sûrement commencé à détruire Anne de l'intérieur. Son corps et son esprit étaient en état de siège permanent. Le sommeil était devenu un luxe rare. Souvent interrompu par des cauchemars où elle revivait en boucle les scènes dans son bureau. Elle perdit l'appétit et avec lui, plusieurs kilos. Des cernes sombres se sont creusées sous ses yeux. Témoin silencieux de ses nuits blanches et de son angoisse, sa mère, bien que tenue dans l'ignorance de la véritable nature de sa souffrance, n'était pas dupe. « Ma chérie, tu fonds à vue d'œil, » lui disait-elle avec une inquiétude grandissante en lui servant son assiette. « Ce travail ne te réussit pas. Tu es sûre que tu n'es pas malade. »« Non, maman, c'est juste la fatigue, » répondait Anne, la voix lasse. Comment expliquer que sa maladie n'avait pas de nom? Qu'aucun médecin ne pouvait la diagnostiquer? Comment dire que ce qui la tuait à petit feu était le secret qu'elle était forcée de garder? Le pire était le sentiment de dégoût constant qu'elle éprouvait envers elle-même. Elle se sentait sale, complice. Chaque fois qu'elle donnait son salaire à sa mère, elle avait l'impression de lui tendre de l'argent souillé, le fruit de son humiliation. Cette culpabilité était une torture supplémentaire, un poison qui s'ajoutait à la peur et à la honte. Chantal, sa seule confidente, tentait de l'aider comme elle le pouvait. Parfois, elle inventait une urgence dans l'atelier pour sortir Anne d'un mauvais pas, ou restait ostensiblement à ses côtés lorsque Bernard rôdait. Mais ses interventions étaient limitées. Elle aussi avait peur. « Il faut que tu portes plainte », insistait-elle. « Ça ne peut plus durer. Porter plainte auprès de qui ?» Chantal, répondait Anne avec un rire amer. « C'est lui le patron. Il connaît tout le monde à la mairie, à la gendarmerie. Ce sera ma parole de petite ouvrière contre la sienne, celle d'un homme d'affaires respectable. On est en 1971, passe en l'an 2000. Les femmes comme nous, on n'a pas de voix. » Elle avait raison. La société de l'époque était ainsi faite. Une jeune femme qui accusait son patron de tels agissements était plus souvent perçue comme une provocatrice ou une menteuse que comme une victime. Anne savait que si elle parlait, elle serait non seulement renvoyée, mais aussi ostracisée, marquée au fer rouge comme une fille de mauvaise vie. Monsieur Bernard, enhardi par son impunité, devenait de plus en plus cruel. L'abus n'était plus seulement physique, il était aussi psychologique. Il prenait un plaisir pervers à la rabaisser, à la dégrader. Il installa même un nouveau verrou sur la porte de son bureau. Pour plus de tranquillité lors de nos entretiens, avait-il dit avec un sourire qui lui avait glacé le sang. La tranquillité. Ce mot était devenu pour elle synonyme de terreur. Anne commença à avoir des hallucinations. Dans le bruit des machines, elle croyait entendre sa voix l'appeler. Dans la foule, elle avait l'impression de voir son visage. La peur constante la rongeait. Attaquant ses nerfs, elle devint paranoïaque, sursautant au moindre bruit, se méfiant de tout le monde. Son travail, qui était au départ une source de fierté, devint une corvée. Ses mains tremblaient souvent,
et elle faisait des erreurs qu'elle n'aurait jamais faites auparavant. Chaque erreur était une nouvelle occasion pour Bernard de l'humilier, parfois même devant les autres. Il ne la convoquait plus seulement en fin de journée. Il commença à l'appeler pendant sa pause déjeuner, pour avancer sur certains dossiers. Cela signifiait qu'Anne passait sa pause dans son bureau, revenant ensuite travailler le ventre vide, le cœur au bord des lèvres. Les autres ouvrières commençaient à remarquer. C'était impossible de cacher des yeux rougis par les larmes, des vêtements froissés. Des messes basses se faisaient dans son dos. Certaines la regardaient avec pitié, d'autres avec mépris, la considérant comme la favorite du patron, sans comprendre la nature de cette faveur. Anne était piégée dans une toile de plus en plus serrée. Elle songeait à s'enfuir, à tout quitter, partir loin de Lyon, recommencer ailleurs, sous un autre nom, mais où aller sans argent, sans contact. Et la menace de Bernard résonnait dans sa tête. Si tu essayes de partir, je te retrouverai, je t'empêcherai de trouver du travail où que tu ailles. Il avait le pouvoir de le faire, elle le savait. Les hommes comme lui formaient un réseau puissant, capable de broyer une vie d'un simple coup de téléphone. L'automne arriva, puis l'hiver. Près d'1 an s'était écoulé depuis son embauche. Anne n'était plus qu'une ombre. Elle avait perdu toute joie de vivre, tout espoir. Elle n'était plus qu'un corps qui allait à l'usine le matin et qui rentrait le soir. Une âme vide qui ne faisait que survivre. C'est à ce moment-là, alors qu'elle pensait avoir touché le fond, que la soif de pouvoir et de cruauté de Bernard allait le pousser à commettre l'erreur fatale. L'erreur qui, paradoxalement, allait devenir la première pierre de la reconstruction d'Anne. La fin du mois de novembre apporta avec elle un froid glacial qui semblait s'infiltrer jusqu'aux os. Pour Anne, ce froid extérieur n'était rien comparé au gel permanent qui avait envahi son cœur. Elle était au bout de ses forces, un fil tendu à l'extrême, prêt à rompre à la moindre pression supplémentaire. La pression arriva un vendredi après-midi. L'usine était en pleine effervescence pour boucler une commande importante avant le week-end. Anne travaillait avec une concentration mécanique, son esprit ailleurs, déjà tourné vers la libération illusoire de la fin de journée. C'est alors qu'elle vit l'ombre de M. Bernard s'approcher. « Anne, mon bureau, maintenant », ordonna-t-il sans même la regarder. Cette fois, il y avait quelque chose de différent dans sa voix. Une tension, une impatience plus marquée que d'habitude. En entrant dans son bureau, une odeur d'alcool flottait dans l'air. Il s'était servi un verre de whisky qu'il tenait à la main. Il avait bu. La peur d'Anne monta d'un cran. Un prédateur est déjà dangereux, mais un prédateur ivre est imprévisible. « Aujourd'hui, tu vas apprendre une leçon », dit-il en arpentant la pièce. Ses mouvements étaient plus brusques, son regard plus fiévreux. L'agression qui suivit fut la plus violente de toutes. Sa cruauté, libérée par l'alcool, atteignit un niveau de brutalité qu'elle n'avait encore jamais subi. Anne se débattit, non plus passivement, mais avec l'énergie du désespoir. C'est dans cette lutte confuse et violente que le drame se produisit. Pour l'empêcher de s'enfuir vers la porte, il la poussa violemment en arrière. Elle perdit l'équilibre et tomba lourdement, sa jambe se tordant sous elle dans une position anormale. Elle entendit un son sec, horrible, un craque mat et sinistre, comme une branche morte qu'on brise. Puis vint la douleur, une douleur foudroyante, d'une intensité inimaginable, qui irradia de sa cuisse à tout son corps. C'était une vague de feu pur, si intense qu'elle lui arracha un cri, un hurlement aigu, animal, un son qu'elle ne se connaissait pas, un cri qui libérait non seulement la douleur physique de l'instant, mais aussi toute la souffrance, toute la peur et toute l'humiliation accumulées depuis près d'1 an. Face à ce cri et à la vision d'Anne au sol, tordue de douleur, M. Bernard s'arrêta net, l'ivresse sembla s'évaporer d'un seul coup, son visage devint blême, la fureur du prédateur laissa place à la panique de l'homme qui a commis l'irréparable. « Tais-toi » hurla-t-il, en essayant de couvrir ses cris de douleur. « Arrête de crier.
Mais Anne ne pouvait pas s'arrêter. La douleur était un tsunami qui la submergeait. Elle sentait qu'elle allait s'évanouir, qu'elle allait mourir là, sur la moquette de son bureau. « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» marmonna Bernard. Le regard fixé sur la jambe d'Anne, qui gisait dans un angle impossible. « Qu'est-ce que j'ai fait ?» Pour la toute première fois, Anne vit la peur dans ses yeux. La vraie peur. Il n'était plus l'homme tout-puissant qui contrôlait son monde. Il était un criminel affolé qui venait d'aller trop loin. Un os cassé. Ce n'était pas une humiliation invisible. Ce n'était pas une blessure qu'on pouvait cacher sous des vêtements. C'était une preuve physique, tangible, indéniable, et à cet instant précis, malgré l'agonie qui la consumait, une partie de son esprit, incroyablement lucide, comprit une chose fondamentale. Elle le tenait. Enfin, cette jambe brisée, cette douleur insoutenable, allait devenir son arme. Ce crack, sinistre, n'était pas seulement le son d'un os qui se rompait. C'était le son de ses chaînes qui commençaient à se briser. C'était le début de sa vengeance, le commencement de la fin du règne de M. Bernard. La douleur était son enfer, mais elle portait en elle la promesse de sa libération. La douleur était si aiguë qu'elle provoquait des éclairs blancs devant les yeux d'Anne. Chaque tentative de mouvement, même infime, envoyait des ondes de choc le long de sa jambe, faisant grincer les os brisés de son fémur. M. Bernard, lui, était en pleine panique. Il tournait en rond dans le bureau comme un animal en cage, les mains tremblantes, le visage couvert de sueur froide. « Il faut que tu te calmes. Pour l'amour de Dieu, répétait-il, sa voix devenue un sifflement étranglé. Quelqu'un va t'entendre. » Mais Anne ne pouvait contrôler ni ses cris, ni ses tremblements. C'était comme si son corps expulsait enfin toute la terreur qu'il avait contenue. Dans un éclair de lucidité au milieu de son agonie, elle vit Bernard commencer à construire son mensonge, la version des faits qui allait le protéger. « Écoute-moi » dit-il en s'accroupissant près d'elle, essayant de la forcer à le regarder. « C'est un accident, tu es tombé, tu as glissé dans l'escalier de l'usine, en partant. C'est ça qui est arrivé. Tu comprends. Personne ne te croira si tu racontes autre chose. Qui va croire une petite ouvrière contre moi? Tu es tombé. C'est tout. » Il le répétait comme une litanie, essayant de l'implanter dans son esprit autant que dans le sien. Mais cette fois, la dynamique avait changé. Une jambe brisée ne pouvait être niée ou dissimulée. Il le savait. Sa panique était la preuve de sa culpabilité. « Je vais t'emmener à l'hôpital », dit-il en essayant de la soulever. La douleur fut si intense qu'Anne perdit connaissance quelques secondes. Quand elle revint à elle, il la portait, ou plutôt la traînait, vers sa voiture, une grosse berline noire garée dans la cour de l'usine. Le trajet jusqu'à l'hôpital fut une torture. Chaque nid de poule, chaque virage, chaque freinage ravivait le feu dans sa jambe. Pendant tout le trajet, il n'a cessé de lui marteler la même histoire. Tu descendais l'escalier en fer de l'atelier. Tu as glissé sur une marche. C'est un accident du travail. Rien de plus. C'est notre histoire à tous les deux. Une partie de l'esprit d'Anne, malgré la douleur, enregistrait chaque mot, chaque détail de son mensonge. Elle planifiait déjà, calculait, même si elle ne savait pas encore quoi. Ils arrivèrent aux urgences de l'Hôtel Dieu. Bernard la porta à l'intérieur en criant « À l'aide ! Mon employée est tombée dans l'usine. Elle s'est cassée la jambe. » Les médecins et les infirmières se précipitèrent, l'installèrent sur un brancard et l'emmenèrent dans une salle d'examen. Un médecin d'une 50aine d'années. Le docteur Wilson commença à examiner sa jambe avec douceur, tandis qu'on lui administrait un calmant. « Comment est-ce arrivé ?» demanda le médecin. Anne croisa le regard de Bernard, qui se tenait dans l'embrasure de la porte, la fusillant du regard. C'était sa chance. Elle pouvait tout dire, là, maintenant, mais la peur, cette peur instillée en elle depuis 1 an, était encore trop forte. Même avec un fémur brisé, elle était encore sa prisonnière. « Je suis tombée, dans les escaliers de l'usine.
mentit-elle, sentant les larmes de douleur et de honte couler sur ses joues. Le docteur Wilson fronça les sourcils. Quel genre d'escalier? En fer, répondit rapidement Bernard depuis la porte. Des marches très dures. C'est pour ça que le choc a été si violent. Le médecin a continué son examen, mais Anne a vu que quelque chose le dérangeait. Il regardait la fracture avec une expression étrange, comme si la blessure ne correspondait pas tout à fait à l'histoire racontée. « Nous allons devoir opérer. » A-t-il finalement annoncé. C'est une fracture complexe. La guérison sera longue. Opérer, hospitalisation. Cela signifiait qu'elle serait loin de lui, loin de l'usine, loin de son emprise, pour la première fois depuis des mois. Un sentiment de soulagement, aussi infime soit-il, se mêla à sa douleur. « Combien de temps devra-t-elle rester à l'hôpital » demanda Bernard, jouant le rôle du patron inquiet. « Au moins 2 semaines pour l'opération et les premiers soins. Ensuite, il faudra des mois de rééducation. » Anne vit le visage de Bernard se décomposer. Des mois pendant lesquels il ne pourrait plus la contrôler, la menacer, la faire taire, des mois pendant lesquels elle parlerait à des médecins, à des infirmières, à d'autres patients, quand Bernard est parti pour, soi-disant, prévenir sa famille. Le docteur Wilson s'est rapproché d'elle. « Anne, dit-il à voix basse, puis-je vous poser une question personnelle? » Le cœur d'Anne s'emballa. Cette fracture. Le type de fracture est très inhabituel pour une simple chute. Cela ressemble plus à un traumatisme direct. Une pression très forte appliquée sur la jambe. Est-ce qu'il s'est passé autre chose que vous ne m'avez pas dit? Il savait, ou du moins, il se doutait. Un homme instruit, respecté, lui tendait une perche, mais la peur était encore la plus forte. « Non, docteur, c'était juste comme je l'ai dit. » Il la regarda longuement, puis soupira. « D'accord, occupons-nous d'abord de votre jambe. » Dans les jours qui suivirent l'opération, clouée sur son lit d'hôpital, quelque chose commença à changer en Anne, loin de l'atmosphère toxique de l'usine. Son esprit commença à se clarifier. Le personnel soignant était gentil. Les autres patients lui parlaient avec compassion. Elle redécouvrait ce que c'était que d'être traitée comme un être humain. Et dans ce cocon protecteur, la graine du courage, si longtemps écrasée, a commencé à germer timidement. La chambre d'hôpital est devenue pour Anne une sorte de sanctuaire, une bulle hors du temps et de l'emprise de M. Bernard. Les visites quotidiennes de ce dernier étaient une épreuve, mais aussi une source d'informations involontaires. Il arrivait chaque jour avec des fleurs ou des chocolats, jouant à la perfection son rôle de patron modèle devant les infirmières. Mais dès qu'ils étaient seuls, son vrai visage réapparaissait. « J'espère que tu ne racontes pas de bêtises à qui que ce soit, » murmurait-il, le regard dur. « N'oublie pas que ta famille dépend toujours de moi. Un mot de travers et ton père ne s'est pas sacrifié pour rien. » La menace était toujours là, mais elle sonnait de plus en plus creux. Anne pouvait déceler la nervosité dans sa voix, la peur dans ses yeux. Il avait peur qu'elle change sa version des faits. Cette nouvelle perception de sa vulnérabilité nourrissait la force naissante d'Anne. Le 5e jour, un événement crucial s'est produit. Le docteur Wilson est revenu la voir. Mais il n'était pas seul. Il était accompagné d'une femme d'une 40aine d'années, au regard doux et intelligent. « Anne, je vous présente le docteur Mathieu, notre psychologue. Elle aimerait vous parler. » Une psychologue, le cœur d'Anne s'est serré. « Pourquoi, c'est la procédure habituelle, » expliqua le docteur Mathieu d'une voix calme. « Nous parlons toujours aux patients qui ont subi un traumatisme important. C'est pour aider à la guérison. » Une fois seule, la psychologue s'est assise près de son lit. « Comment vous sentez-vous, Anne? »« Ma jambe me fait moins mal. Je ne parle pas de votre jambe, je parle de vous, de la personne. » La question a pris Anne par surprise. Personne ne lui avait jamais demandé ça. « Je ne sais pas, normal, je suppose. Le docteur Wilson m'a dit que votre fracture était assez singulière. » Continua doucement le docteur Mathieu. Il a une grande expérience des accidents du travail
et il dit n'avoir jamais rien vu de tel. Vous savez que vous pouvez tout me dire. N'est-ce pas rien de ce que vous direz ici ne sortira de cette pièce sans votre accord? C'était une nouvelle perche, encore plus solide, l'occasion de tout vider. Mais la peur, cette vieille ennemie, était encore tapie dans l'ombre. C'était un accident, répéta Anne, presque machinalement. Le docteur Mathieu la regarda longuement, puis soupira. D'accord, mais si vous changez d'avis, n'hésitez pas à m'appeler. Cette nuit-là, Anne n'a pas dormi. Elle pensait à la conversation avec la psychologue, au doute du docteur Wilson, à la nervosité de Bernard. Pour la première fois depuis 1 an, elle n'avait plus l'impression d'être seule contre tous. Il y avait des gens prêts à l'aider, prêts à l'écouter. La visite qui a tout changé a eu lieu le 7e jour. C'était Chantal. Elle est arrivée, l'air inquiet, avec un petit bouquet de fleurs des champs. « Anne, comment vas-tu? Tout le monde à l'usine parle de ton accident. Ça va mieux. Je serai bientôt de retour au travail. » « Tu es sûre que c'était un accident? » demanda Chantal à voix basse, en regardant autour d'elle. « Pourquoi tu demandes ça? »« Parce que je te connais, Anne. Je sais comment tu marches. Comment tu fais attention. Tu n'es pas du genre à tomber comme ça. » Chantal lui offrait une ouverture, la vérité, l'amitié, la confiance. Les larmes qu'Anne retenait depuis des jours ont finalement coulé. Il a dit que si je parlais, il me renverrait. Ma famille. Anne, regarde-toi. Regarde où tu es. Tu as failli mourir. Jusqu'où cet homme doit-il aller avant que tu ne réagisses? Chantal avait raison. Elle avait touché le fond. Elle ne pouvait pas tomber plus bas. Mais que puis-je faire qui va me croire? Moi, je te crois, dit Chantal avec une force nouvelle. Et je vais t'aider. Tu n'es plus seule dans cette histoire. Cette conversation avec son amie a été l'électrochoc final. La décision était prise. Elle n'allait plus être une victime. Elle n'allait plus laisser la peur dicter ses choix. Quand Chantal est partie, Anne a appelé l'infirmière. « Je veux parler au docteur Mathieu. C'est urgent. » 1 demi-heure plus tard, la psychologue était assise sur la même chaise, avec le même regard compréhensif. « Vous avez changé d'avis. » Anne a pris une profonde inspiration. Oui, et elle a tout raconté. Chaque abus, chaque menace, chaque humiliation. Elle a parlé de la peur, de la honte, du sentiment d'être piégée. Elle a raconté comment Bernard utilisait le besoin économique de ses employés pour les asservir. Le docteur Mathieu a tout écouté en silence, prenant des notes, posant des questions précises. Quand Anne en a terminé, elle était épuisée, vidée, mais aussi soulagée. Pour la première fois en 1 an, elle avait dit sa vérité à quelqu'un. « Anne, vous avez été incroyablement courageuse de me raconter tout ça, » a dit la psychologue. « Maintenant, nous devons décider de ce que vous voulez faire. Qu'est-ce que je peux faire? Vous pouvez porter plainte. Nous avons des preuves médicales de violence. Nous avons votre témoignage. Je peux vous mettre en contact avec des avocats spécialisés dans ce genre d'affaires. Et si personne ne me croit? Certains ne vous croiront pas, admit le docteur Mathieu, mais d'autres vous croiront. Et votre geste pourra empêcher d'autres jeunes filles de subir ce que vous avez subi. » Anne a pensé aux autres ouvrières de l'usine, celles qui avaient les mêmes yeux effrayés qu'elle. Combien de vies Bernard allait-il encore détruire si personne ne l'arrêtait? « Je veux porter plainte, » a-t-elle dit, avec une fermeté qu'elle ne s'était pas connue depuis des mois. « Je veux qu'il paye pour ce qu'il a fait. » Le docteur Mathieu a souri pour la première fois. « Alors, commençons à travailler. » La guerre venait de commencer. La décision de combattre a insufflé à Anne une énergie nouvelle, une détermination froide qui a remplacé l'apathie et la peur. Toujours hospitalisée, sa chambre s'est transformée en un quartier général improvisé. Le docteur Mathieu, fidèle à sa promesse, a contacté un jeune avocat, maître Paul Leclerc, connu pour son engagement dans la défense des droits des travailleurs. Maître Leclerc est venu la voir à l'hôpital. C'était un homme d'une 30aine d'années, à l'allure sérieuse mais au regard combatif. Après avoir écouté toute l'histoire d'Anne, son analyse fut claire.
Votre cas est solide, Anne, lui a-t-il dit. Nous avons des preuves médicales qui contredisent la version de l'accident. Nous avons votre témoignage détaillé. Et surtout, nous avons le témoignage crucial de votre amie Chantal, qui peut attester du climat de harcèlement qui précédait l'agression. Ce n'est plus la parole de l'une contre l'autre. Cependant, il l'a mise en garde, mais ne nous voilons pas la face. Oh, ce sera une guerre. Bernard est riche, influent. Il va engager les meilleurs avocats. Ils vont tenter de vous démolir, de vous salir, de vous faire passer pour une menteuse. Il faudra être forte. J'ai déjà touché le fond, maître, répondit Anne. Je n'ai plus rien à perdre. La première étape fut de recueillir officiellement le témoignage de Chantal. L'avocat l'a convoquée et elle a raconté. Sous serment, le harcèlement, les confidences d'Anne, l'atmosphère de peur. Son courage était un pilier essentiel du dossier. Pendant ce temps, Bernard continuait ses visites, mais son attitude avait changé. Il sentait que quelque chose se tramait. La peur avait laissé place à une arrogance agressive. « Tu as l'air différente », lui a-t-il dit un jour, menaçant. « J'espère que tu ne fais pas de bêtises. Pense à ta famille. »« Je ne fais pas de bêtises », a répondu Anne, le regardant droit dans les yeux pour la première fois sans ciller. « Je fais ce qui est juste. » Elle a vu la surprise, puis la fureur dans son regard. Il savait qu'il l'avait perdue, qu'elle n'était plus sous son contrôle. 3 jours plus tard, Anne est sortie de l'hôpital. Sa jambe était dans le plâtre. Elle se déplaçait avec des béquilles, mais elle se sentait plus libre que jamais, libre de la peur. La première confrontation eut lieu chez elle. Avant même que Maître Leclerc n'ait déposé la plainte, Bernard a tenté une dernière manœuvre d'intimidation. Il s'est présenté un soir à la porte de l'appartement familial. « Je dois parler à Anne », a-t-il dit à sa mère. « C'est à propos de son travail, de l'avenir de votre famille. » Anne est sortie de sa chambre, s'appuyant sur ses béquilles. Pour la première fois, elle lui faisait face en dehors de l'usine, sur son propre territoire. « Je vous propose un marché », a-t-il dit, essayant de paraître raisonnable. « Revenez travailler dès que vous le pourrez. Oubliez ces idées stupides qu'on vous met en tête. Et je double votre salaire. » C'était une offre tentante, le double du salaire. C'était la fin des soucis financiers pour sa famille. C'était la voie de la facilité. Et si je refuse, alors les choses vont devenir très difficiles, pour vous et pour votre famille. La menace était à peine voilée, mais Anne n'était plus la jeune fille effrayée d'il y a 1 an. « Je refuse », a-t-elle dit, sa voix calme mais ferme. « Et si vous vous approchez encore de ma famille, j'appelle la police. » Il est devenu rouge de colère, mais ne pouvait rien faire, là, devant sa mère, sur le palier, où les voisins pouvaient entendre. « Tu le regretteras », a-t-il sifflé avant de tourner les talons. La plainte a été déposée la semaine suivante pour harcèlement sexuel, violence volontaire ayant entraîné une infirmité et subornation de témoins. L'affaire a fait l'effet d'une bombe dans la petite société lyonnaise, une simple ouvrière qui attaquait l'un des notables les plus respectés de la ville. C'était du jamais vu. Les représailles de Bernard ne se sont pas fait attendre. D'abord, des rumeurs ont commencé à circuler dans le quartier. On disait qu'Anne était une allumeuse, une profiteuse qui essayait d'extorquer de l'argent à un homme honnête. Certains voisins, qui la connaissaient depuis l'enfance, se sont mis à la regarder de travers, à chuchoter sur son passage. C'était douloureux, mais sa mère était un roc. « Laisse-les parler », lui disait-elle. « Ceux qui te connaissent savent qui tu es. » Puis, les menaces sont devenues économiques. Bernard a utilisé son influence. L'épicier du coin, où la famille avait un compte, a soudainement exigé d'être payé comptant. « Désolé », a-t-il dit à la mère d'Anne, l'air gêné. « J'ai reçu des ordres d'en haut. » Bernard essayait de les étrangler financièrement, de les isoler pour les forcer à abandonner. Mais chaque coup bas ne faisait que renforcer la détermination d'Anne et de son avocat. Ils savaient qu'ils avaient touché un point sensible. La peur de Bernard était la meilleure preuve de sa culpabilité.
La bataille ne faisait que commencer, et elle s'annonçait plus sale et plus brutale que tout ce qu'Anne avait pu imaginer. La phase de préparation du procès fut une plongée intense et méthodique dans les détails les plus sombres de l'année écoulée. Maître Leclerc, avec une patience infinie, a aidé Anne à structurer son récit, à rassembler chaque élément, chaque souvenir, pour construire un dossier inattaquable. Mais l'avocat savait que le témoignage d'Anne et de Chantal, bien que puissant, risquait de ne pas suffire face à la machine de guerre que Bernard allait mettre en place. « Il nous faut plus », expliquait-il. « Nous devons prouver que votre cas n'est pas un incident isolé, mais un mode opératoire. Nous devons trouver d'autres victimes. » La tâche semblait insurmontable. Comment retrouver des jeunes femmes qui, des années auparavant, avaient probablement tout fait pour oublier cette période de leur vie? Avec l'aide de Chantal, qui avait une bonne mémoire des allées et venues à l'usine, elles ont commencé à établir une liste de noms de jeunes femmes qui avaient démissionné subitement, sans raison apparente. Anne, malgré sa jambe plâtrée, a passé des journées entières à chercher des numéros de téléphone dans de vieux annuaires, à passer des appels. Les premières tentatives furent décourageantes. La plupart des femmes raccrochaient dès qu'elles entendaient le nom de Bernard. La peur était encore vive, même des années après, d'autres niantes, trop honteuses pour admettre ce qu'elles avaient enduré. « Je ne vois pas de quoi vous parlez », disait-elle d'une voix tremblante avant de mettre fin à la conversation. Anne commençait à perdre espoir, quand un appel a tout changé. Elle a réussi à joindre une femme nommée Simone, qui avait travaillé à l'usine 5 ans plus tôt. Au début, Simone fut méfiante, mais quand Anne a commencé à raconter sa propre histoire, le silence à l'autre bout du fil est devenu pesant. Puis, la voix de Simone s'est brisée. « Mon Dieu », a-t-elle murmuré, « il n'a pas changé. Il m'a fait exactement la même chose. » Simone a raconté son calvaire, une histoire quasi identique à celle d'Anne, le même processus de séduction, les mêmes menaces, les mêmes abus dans le bureau du AO. Elle avait fini par craquer et démissionner. Trop effrayée et trop seule pour se battre. « J'ai essayé d'en parler à l'époque », a-t-elle confié à Anne. « Mais on m'a dit que j'inventais, que je cherchais à nuire à un homme bien. » Encouragée par le courage d'Anne, Simone a accepté de témoigner. C'était la première fissure, et cette fissure allait bientôt devenir une brèche. L'histoire de Simone, en se propageant discrètement, a encouragé une autre femme, puis une autre, en quelques semaines. Maître Leclerc avait recueilli les témoignages de 4 autres anciennes employées. Toutes racontaient la même histoire, le même système prédateur, mis en place par Bernard depuis des années. Le dossier n'était plus celui d'Anne contre Bernard. C'était devenu le dossier de dizaines de vies brisées contre un seul homme. Pendant ce temps, la date du procès approchait. L'affaire avait pris une ampleur médiatique nationale. Ce n'était plus un simple fait divers lyonnaise. C'était devenu le symbole de la lutte contre les violences faites aux femmes au travail. Un sujet encore largement tabou à l'époque, des comités de soutien se sont créés. Des femmes de tout le pays envoyaient des lettres d'encouragement à Anne. Elle, qui s'était sentie si seule, était devenue, malgré elle, le visage d'un combat qui la dépassait. Cette soudaine notoriété était à la fois une force et un fardeau. Elle se sentait portée par cette vague de solidarité. Mais la pression était immense. Elle portait désormais l'espoir de toutes ces femmes silencieuses. La veille du procès, Anne ne parvenait pas à trouver le sommeil. Elle regardait par la fenêtre de sa chambre, le plâtre de sa jambe lui semblant incroyablement lourd. Le doute et la peur, ses vieux compagnons, sont revenus la hanter. Et si elle n'était pas à la hauteur, et si elle craquait à la barre? Elle a pensé à sa mère, à Chantal, à Simone et aux autres. Elle a pensé à la jeune fille de 18 ans qu'elle était, innocente et pleine d'espoir. C'est pour cette jeune fille et pour toutes les autres qu'elle devait se battre. Elle a pris une profonde inspiration. Demain, elle n'entrerait pas dans le tribunal comme une victime,
Mais, comme une combattante, demain, le silence serait enfin rompu. Le premier jour du procès s'est ouvert dans une atmosphère électrique. Le palais de justice de Lyon était pris d'assaut par les journalistes et une foule de curieux et de soutiens. Anne, s'avançant avec ses béquilles aux côtés de Maître Leclerc, fut aveuglée par les flashs. Elle a marché la tête haute, le cœur battant, mais habitée d'une détermination nouvelle. Dans la salle d'audience, elle a croisé le regard de Bernard. Il était assis, entouré d'une armée d'avocats en costume sombre, l'air arrogant, mais Anne a pu déceler une lueur d'inquiétude dans ses yeux. La stratégie de la défense, menée par un ténor du barreau parisien, fut claire dès les premières minutes d'émolir la crédibilité d'Anne. L'avocat l'a peinte comme une jeune femme instable, frustrée, une menteuse qui avait monté une cabale pour se venger d'un patron exigeant. Il a présenté les autres témoins comme des employés aigris et jalouses, unis dans une vendetta commune. Il a balayé les accusations d'un revers de main, parlant de malentendus et de fantasmes. Mais cette ligne de défense a commencé à s'effriter dès le premier témoignage. Celui de Chantal. D'une voix claire et forte, elle a décrit le harcèlement quotidien, le changement de comportement d'Anne, sa détresse. L'avocat de Bernard a tenté de la déstabiliser, l'accusant d'être partiale, mais Chantal n'a pas flanché. Puis, ce fut au tour des autres victimes de défiler à la barre. L'une après l'autre, Simone et les autres femmes ont raconté leur histoire, leur récit, livré avec une émotion contenue mais une précision glaçante, se recoupaient parfaitement, le même mode opératoire, les mêmes menaces, les mêmes lieux. L'atmosphère de la salle a commencé à changer. Le portrait du notable respectable se fissurait, révélant le visage d'un prédateur en série. Le témoignage le plus attendu était celui d'Anne. Quand son nom a été appelé, un silence de mort s'est fait dans la salle. Elle s'est approchée de la barre, a prêté serment et a commencé à parler. Guidée par les questions de Maître Leclerc, elle a raconté son histoire. Depuis le premier jour à l'usine jusqu'à sa sortie de l'hôpital, elle n'a rien omis, ni les humiliations, ni sa propre peur, ni sa honte. Elle a parlé d'une voix posée, sans haine, mais avec une dignité qui a forcé l'écoute. Puis vint le contre-interrogatoire. L'avocat de la défense l'a attaquée avec une violence verbale inouïe, essayant de la faire passer pour une provocatrice, une jeune femme aux mœurs légères. N'est-il pas vrai, mademoiselle, que vous aviez une attitude aguicheuse envers votre patron? N'est-il pas vrai que vous étiez déçue qu'il ne réponde pas à vos avances et que vous avez inventé cette histoire par dépit? Chaque question était un coup de poignard. Mais Anne, préparée par son avocat, ne s'est pas laissée démonter. Elle a répondu à chaque insinuation par des faits, calmement, sans jamais perdre son sang-froid. La question finale de l'avocat fut la plus perfide. « Mademoiselle, vous demandez une somme considérable en dommages et intérêts. N'est-ce pas là la preuve que votre seule motivation est l'argent? » Anne a levé les yeux et a regardé les juges. « Monsieur l'avocat, » a-t-elle répondu, sa voix résonnant dans le silence. « Aucune somme d'argent ne pourra jamais me rendre ce que votre client m'a pris. Aucune somme ne pourra effacer les cicatrices sur mon corps et dans mon âme. Si je suis ici aujourd'hui, ce n'est pas pour l'argent. C'est pour que justice soit faite et c'est pour que ma dignité, qui a été bafouée, me soit enfin rendue. » Sa réponse a laissé l'avocat sans voix. Le procès s'est achevé sur les plaidoiries finales. Maître Leclerc a résumé avec force les preuves accablantes, parlant d'un système d'abus de pouvoir institutionnalisé. La défense a campé sur ses positions. Criant au complot, le tribunal s'est retiré pour délibérer. L'attente fut une torture. Finalement, les juges sont revenus. Le président a lu le verdict. Chaque mot tombait comme un coup près. Antoine Bernard a été reconnu coupable de tous les chefs d'accusation, coupable de harcèlement, coupable de violence, coupable de subornation.
Il a été condamné à une peine de prison ferme et a versé des dommages et intérêts substantiels à Anne et aux autres victimes qui s'étaient portées partie civile. En entendant le mot « coupable », Anne a fondu en larmes, des larmes de soulagement, de libération. Le poids qui l'écrasait depuis si longtemps venait de s'envoler. La justice, cette notion qui lui avait semblé si abstraite et si lointaine, venait de lui donner raison. La bataille était gagnée. La victoire judiciaire a été un séisme. Pour Anne, bien sûr, mais aussi pour toute la société. L'image d'Antoine Bernard, le notable intouchable, emmené menotté hors du tribunal, a fait la une de tous les journaux. L'affaire a créé un précédent, une jurisprudence. Elle a montré qu'il était possible, même pour les plus démunis, de faire tomber les puissants. Les mois qui ont suivi le verdict ont été une période de reconstruction lente et complexe pour Anne. L'usine Bernard a été placée sous administration judiciaire, puis rachetée, une nouvelle direction, plus respectueuse des droits des employés, a été mise en place. Chantal y est restée et est devenue déléguée du personnel. Veillons à ce que de tels abus ne se reproduisent plus jamais. Anne, elle, ne pouvait pas y retourner. Trop de souvenirs, trop de douleurs. Les dommages et intérêts qu'elle a reçus étaient conséquents. Pour la première fois de sa vie, elle n'avait plus à s'inquiéter du lendemain. Cet argent aurait pu être une fin en soi, le point final d'une histoire douloureuse. Mais pour Anne, ce n'était qu'un début. Durant les longs mois de préparation du procès, au contact de Maître Leclerc, elle avait découvert un monde qui la fascinait, celui du droit, de la justice. Elle avait vu comment la loi, bien utilisée, pouvait devenir une arme pour les opprimés. Une idée folle, qui aurait semblé impossible 1 an plus tôt, a commencé à germer en elle. Et si elle aussi, elle pouvait faire ça, elle en a parlé à Maître Leclerc. Je veux reprendre mes études. Je veux faire du droit. L'avocat, loin d'être surpris, a souri. J'attendais que vous m'en parliez. J'ai vu en vous, pendant tout ce temps, une intelligence, une force de caractère et un sens de la justice hors du commun. Vous ferez une excellente avocate. Anne, à 21 ans, s'est donc inscrite à l'université, en cours du soir, pour passer son baccalauréat, qu'elle n'avait jamais eu le temps de finir. Le jour, pour gagner sa vie et apprendre le métier, elle travaillait comme assistante juridique dans le cabinet de Maître Leclerc. Le chemin était ardu. Elle devait rattraper des années de retard. Sa jambe, bien que guérie, la faisait encore souffrir après de longues journées, mais sa détermination était sans faille. Elle, qui avait été réduite au silence, voulait maîtriser le langage du pouvoir, le langage de la loi, pour donner une voix à ceux qui n'en avaient pas. Elle a obtenu son bac, puis s'est inscrite à la faculté de droit de Lyon. Elle était plus âgée que la plupart des autres étudiants, et son parcours était atypique. Certains la regardaient avec curiosité, d'autres avec une admiration mêlée de gêne. Ils connaissaient son histoire. Mais Anne n'était pas là pour se faire des amis. Elle était là pour apprendre. Elle dévorait les livres de droit civil, de droit pénal, de droit du travail. Chaque article de loi, chaque jugement, résonnait en elle d'une manière particulière. Car derrière les termes techniques, elle voyait des vies humaines, des souffrances, des injustices. Son expérience personnelle donnait une profondeur et une humanité à ses études que peu de ses camarades pouvaient comprendre. Les années passées à la faculté de droit ont été pour Anne une période de transformation profonde. Elle n'était plus seulement une survivante, elle devenait une experte. Chaque cours, chaque examen réussi était une petite victoire sur son passé, une nouvelle brique dans la construction de son avenir. Elle excellait particulièrement en droit du travail et en droit pénal. Lorsque ses professeurs parlaient de harcèlement ou de violence, elle n'entendait pas seulement des concepts théoriques. Elle comprenait intimement les mécanismes de la peur, de l'isolement et de la manipulation. Son vécu, qui avait été sa plus grande faiblesse, devenait sa plus grande force, lui donnant une perspective unique. Pendant ses études,
Elle continuait de travailler à temps partiel pour Maître Leclerc. Le cabinet était devenu sa deuxième maison. Elle assistait l'avocat sur de nombreux dossiers, souvent des cas d'ouvriers licenciés abusivement, de femmes discriminées à l'embauche. Elle était plus qu'une simple assistante. Elle était souvent la première personne à qui les clients parlaient, et sa capacité d'écoute, son empathie, faisaient des merveilles. Elle savait trouver les mots justes pour rassurer une mère de famille en pleurs ou pour redonner courage à un homme brisé par un licenciement. Elle comprenait leur détresse parce qu'elle l'avait connue. Un jour, une jeune femme est arrivée au cabinet, terrifiée. Elle était femme de chambre dans un grand hôtel et subissait les agressions de son supérieur. L'histoire était effroyablement similaire à celle d'Anne. La même peur de perdre son travail, la même honte, le même sentiment d'être piégée. Maître Leclerc a confié à Anne la tâche de préparer le dossier. C'était son premier cas, en solo. Anne a pris la jeune femme sous son aile. « Je sais exactement ce que vous traversez », lui a-t-elle dit, « et je vous promets une chose, vous n'êtes pas seul. Nous allons nous battre ensemble, et nous allons gagner. » En menant l'enquête, en rassemblant les preuves, en préparant la stratégie, Anne a senti qu'elle était exactement là où elle devait être. Aider cette jeune femme était une façon de s'aider elle-même, de donner un sens à sa propre souffrance. Ils ont gagné le procès, le jour du verdict. En voyant le soulagement et la gratitude dans les yeux de cette femme, Anne a ressenti une joie plus profonde et plus pure que tout ce qu'elle avait connu. C'était la confirmation définitive de sa vocation. Elle a obtenu son diplôme de droit avec mention, à l'âge de 27 ans. Le jour de la remise des diplômes, sa mère, ses frères et sœurs et Chantal étaient dans l'audience, les larmes aux yeux, en montant sur l'estrade pour recevoir son parchemin. Anne a pensé à la jeune fille de 18 ans qui, presque 10 ans plus tôt, entrait pour la première fois au Tissage Bernard. Elle avait parcouru un chemin inimaginable. La victime était devenue avocate. Après avoir prêté serment, devenant officiellement maître Anne Martin, elle n'a pas cherché à intégrer un grand cabinet prestigieux. Son ambition n'était pas de faire fortune. Son ambition était de faire la différence, avec le reste de l'argent de ses dommages et intérêts et un petit prêt. Elle a fait quelque chose d'audacieux, elle a ouvert son propre cabinet. Ce n'était pas un bureau luxueux dans les beaux quartiers. C'était un petit local modeste, au cœur d'un quartier populaire de Lyon, un endroit accessible à ceux qui, d'habitude, n'osent même pas pousser la porte d'un avocat. Sur la plaque de cuivre, elle a fait graver Maître Anne Martin, défense des salariés et des victimes. C'était un manifeste. Les premiers mois furent difficiles. Les clients étaient rares. Les gens étaient habitués à voir des avocats comme des personnages intimidants et chers. Mais peu à peu, le bouche à oreille a commencé à fonctionner. On parlait de cette jeune avocate qui ne comptait pas ses heures, qui savait écouter, et qui se battait comme une lionne pour les petites gens. Son premier client fut un vieil ouvrier, licencié sans ménagement. Après 30 ans de service, Anne a pris son dossier à cœur et a obtenu pour lui une indemnité qui lui a permis de partir à la retraite dignement. Puis sont venues les femmes, des secrétaires, des caissières, des infirmières, des femmes de tous horizons, mais qui partageaient souvent la même histoire, celle d'une discrimination, d'un harcèlement, d'une violence tue par la peur ou la honte. Pour chacune d'elles, Anne était plus qu'une avocate. Elle était une confidente, une alliée, une preuve vivante qu'il était possible de s'en sortir. Son cabinet est devenu un lieu unique, un mélange de bureaux juridiques, de centres d'écoute et de refuge. Elle ne se contentait pas de gagner des procès. Elle aidait ses clientes à se reconstruire, les orientant vers des psychologues, des associations, les aidant à retrouver confiance en elles. Elle utilisait son expérience non pas comme un traumatisme, mais comme un outil. Elle comprenait leur silence, leurs hésitations, leurs peurs, car elles avaient été les siennes. La réputation d'Anne a grandi bien au-delà des prétoires de Lyon. Son approche unique,
alliant une expertise juridique pointue à une humanité profonde, a commencé à attirer l'attention des médias et des associations de défense des droits des femmes. Elle était souvent invitée à donner des conférences, à participer à des débats télévisés. Au début, elle était réticente. Elle n'aimait pas la lumière des projecteurs, mais elle a vite compris que c'était une tribune exceptionnelle pour faire avancer sa cause, devant les caméras. Elle ne parlait pas seulement de loi. Elle parlait de dignité, de respect, de la nécessité de briser le silence. Elle racontait parfois des bribes de sa propre histoire, non pas pour s'apitoyer sur son sort, mais pour illustrer son propos, pour montrer que derrière les dossiers se cachaient des drames humains. Son discours, direct, sincère et puissant, touchait un large public. Elle a contribué, à son échelle, à changer les mentalités sur le harcèlement au travail, à faire de ce qui était considéré comme un problème personnel un véritable enjeu de société. En 1984, le gouvernement français a commencé à travailler sur une grande loi visant à renforcer la protection des femmes contre les violences sexistes et sexuelles. En raison de son expertise devenue incontournable, Anne fut invitée à participer aux commissions parlementaires en tant que consultante. C'était une consécration. Elle, l'ancienne ouvrière textile, se retrouvait à l'Assemblée nationale, à Paris, à conseiller les législateurs, à proposer des amendements, à se battre pour que la loi soit la plus protectrice possible. Pendant des mois, elle a fait la navette entre Lyon et Paris. Travaillant sans relâche, elle a apporté son expérience du terrain, expliquant aux politiciens la réalité vécue par les victimes, les failles du système judiciaire, la difficulté de porter plainte. Beaucoup des avancées de cette loi historique portent son empreinte. Sa marque, c'était le point culminant de son combat, sa souffrance individuelle avait été transformée en une protection collective pour des milliers d'autres femmes. Aujourd'hui, Anne a plus de 70 ans. Elle n'exerce plus comme avocate, mais elle n'a jamais vraiment pris sa retraite. Elle a créé une fondation, financée par le succès de son cabinet et par un livre qu'elle a finalement écrit pour raconter son histoire. Ce livre, intitulé « Le fil rompu », est devenu un best-seller, inspirant des générations de femmes. Sa fondation offre une aide juridique et psychologique gratuite aux victimes de violences au travail. Elle forme également des jeunes avocates, leur transmettant non seulement son savoir juridique, mais aussi sa philosophie, le droit au service de l'humain. Elle vit toujours à Lyon, dans une petite maison avec un jardin. Sa jambe la fait encore souffrir les jours de pluie, une douleur fantôme qui lui rappelle d'où elle vient. Mais ce n'est plus une douleur amère. C'est un rappel de sa force, de sa résilience. Elle est restée très proche de Chantal, sa première alliée, qui est aujourd'hui une grand-mère comblée. Elle se voit souvent, se remémorant parfois, avec une émotion mêlée de fierté le long chemin parcouru. L'histoire d'Anne est une odyssée moderne. C'est l'histoire d'une jeune femme que la vie a tenté de briser, mais qui a refusé de se soumettre. Elle a transformé chaque blessure en force, chaque obstacle en opportunité. Elle a pris le pire de ce que l'humanité a à offrir, la cruauté, l'abus, l'injustice, et l'a utilisé comme carburant pour créer le meilleur, la justice. La compassion, la protection des plus faibles. Son parcours nous enseigne une leçon fondamentale. Peu importe la profondeur des ténèbres dans lesquelles on peut être plongé, il y a toujours la possibilité de trouver une lumière. Non pas en attendant qu'elle vienne de l'extérieur, mais en allant la chercher au plus profond de soi. C'est la lumière du courage, de la dignité et de la volonté inébranlable de transformer la douleur en un héritage de force et d'espoir. La vie d'Anne est la preuve éclatante que même le fil le plus fragile, une fois rompu, peut être renoué pour tisser la plus magnifique des tapisseries.